Donc, Ça bonjour tout le monde. Merci d'être ici pour un autre épisode du webinaire Droit devant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Angie et je suis conseillère en communication digitale au Bureau international des droits des enfants, ou aussi appelé IBCR. Donc, merci d'être ici avec nous pour cet épisode spécial. Donc, ça nous fait plaisir. Et donc, pour les personnes qui c'est la première fois qui assistent à un webinaire droit devant, je vais vous expliquer rapidement c'est quoi. Donc, le webinaire droit devant a commencé il y a 2 ans déjà, dans lequel, à chaque 2 mois, on invite des volontaires et des partenaires à présenter des témoignages ou de parler de leurs expériences en tant que coopérants volontaires au sein du programme de coopération volontaire ici au IBCR. Donc, ce programme-là qui vise à améliorer le bien-être et le respect des droits des enfants à travers le monde. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'IBCR rapidement, mais encore une fois, vous allez pouvoir trouver tous les détails sur le site web. Donc, IBCR, c'est en tant qu'organisation spécialiste en droits de l'enfant, a pour mandat de renforcer la capacité des acteurs des systèmes de protection et de justice à les traduire en décisions, en actions et en collaboration quotidienne. Donc, que ce soit dans les pratiques des acteurs de ces systèmes, dans la place des enfants en tant que sujet de droit au sein de ces systèmes et de leur communauté, et aussi dans les choix et priorités sociétales et législatifs. Au sein du IBCR, nous avons également le programme de coopération volontaire, dit PCV. C'est un programme qui s'étale sur 8 ans à travers 11 pays et 3 régions, donc l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, l'Amérique centrale et du Sud, et dans lequel on travaille avec plus d'une trentaine d'organisations partenaires. C'est un programme qui permet aux personnes qui décident de faire ces mandats de mettre leurs expertises en avant pour pouvoir renforcer les capacités des partenaires associés et même de travailler avec eux sur les différentes initiatives sur le terrain. Donc, je vous invite à naviguer sur notre site web, donc ibcr.org, sur le volet PCV. Donc, vous allez pouvoir y retrouver toutes les informations du programme. Donc, c'est quoi? Également, vous allez pouvoir trouver les mandats associés. Actuellement, nous avons des mandats en plus qui sont affichés sur le site, notamment en Amérique du Sud et centrale, en Tunisie, Côte d'Ivoire, Madagascar et le Togo. Donc, allez faire un tour, ça vaut vraiment la peine d'aller découvrir tout ça et peut-être même d'appliquer, de donner votre candidature si jamais ça vous intéresse. Maintenant, avant d'aller au cœur de ce webinaire, si vous avez des questions à travers notre épisode, je vous inviterai à attendre. En fait, si vous avez des questions pour nos invités, je vous invite à attendre à la fin. Il y aura une période de questions dans lesquelles on va pouvoir les poser à nos invités. Sinon, si vous avez des questions en lien avec le PCV, donc le programme de coopération volontaire, je vous invite à les poser à fur et à mesure. Mon équipe technique, Sandrine et Yasmine, vont s'occuper de vous répondre le plus rapidement possible. Et inquiétez-vous pas, on regarde toutes les questions. Donc, ça se peut que ça prenne un petit peu de temps, mais on va essayer d'être rapide. Donc, vous n'êtes pas obligé de nous poser la question comme 3 fois. Des fois, ça l'arrive parce que peut-être vous pensez qu'on ne les voit pas, mais on voit toutes vos questions. Parfait. Donc, sinon, c'est ça. Période de questions pour les invités. À la fin, on va les poser. Super. Donc, maintenant, on va rentrer au cœur du sujet. Donc, la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce que probablement le titre vous a accroché. Aujourd'hui, on a 2 invités spéciales qui ont accepté de venir faire le webinaire parce que, comme j'ai dit tantôt, le webinaire, ça a été des échanges entre volontaires et partenaires, mais il y a un rôle qui est quand même assez important au sein du programme qui permet justement au bon déroulement du programme, à la bonne gestion des volontaires et bien plus encore. Ils vont pouvoir nous en parler un peu plus tantôt. Donc, tout d'abord, saluons Caroline Hamel,
Caroline Hamel, qui est responsable des opérations régionales du PCV, notamment en Afrique du Nord et au Madagascar. Donc, merci beaucoup, Caroline, d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode. Et nous avons également Bilakani Sabi, qui est aussi responsable des opérations régionales du PCV, mais de son côté, c'est en Afrique subsaharienne, notamment en Côte d'Ivoire et au Togo. Donc, merci beaucoup, Bilakani, d'être avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vouliez dire quelque chose rapidement. Merci de l'invitation, Angie. Bien contente d'être parmi vous pour parler de ce qu'on fait comme personne coopérante pour le PCB. Merci beaucoup, Caroline. Merci également, Andy. Merci tout le monde. Merci les invités et tous ceux qui ont tenu à participer à ce webinaire. Donc, voilà, on est là pour essayer de partager ce qu'on fait sur le terrain. Parfait, merci beaucoup à vous deux. Donc, en fait, on va commencer pour briser la glace par une question de base. Donc, la question, c'est c'est quoi en fait être responsable des opérations régionales? C'est quoi ce rôle-là? Qu'est-ce que ça fait? Alors, responsable des opérations régionales, souvent avec l'acronyme ROR, on a souvent l'habitude de dire ça, ROR, ROR. Au fait, il faut préciser que à attendre responsable des opérations régionales, on aurait pu penser qu'on est différent des volontaires. Au fait, nous aussi, on a un mandat de volontaire. On est des personnes coopérantes comme des personnes coopérantes qu'on accompagne sur le terrain. Et nous, on a ce mandat-là de coordonner les activités du PCV dans nos régions d'intervention, dans nos pays d'intervention. Et on accompagne les partenaires, on accompagne aussi, on soutient les personnes coopérantes. Et puis, on sert de pont entre les partenaires, les personnes coopérantes et le siège. Et en même temps, on est sous la responsabilité des chargés des opérations qui sont au siège. Oui, j'ajouterais aussi qu'on a le rôle de référent sécuritaire, ce qui fait qu'on s'occupe de la sécurité et des processus de sécurité pour les personnes qui sont déployées dans nos régions respectives. Donc, on a aussi ce rôle qui s'ajoute. Parfait. Puis, on voudrait savoir, en fait, qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans ce programme-là, en fait, le programme de coopération volontaire, et à occuper ce poste? Je peux y aller. En fait, moi, j'étais déjà vraiment engagée personnellement, professionnellement depuis une dizaine d'années sur des conseils d'administration, dans des organisations communautaires qui travaillent en défense collective de droits de façon générale, surtout en défense de droits des femmes et au niveau du droit de l'immigration. Et bon, pour moi, la coopération, j'en ai déjà fait. J'ai fait des mandats courte durée. C'était une façon pour moi, finalement, de mettre à profit mon expérience professionnelle, mais aussi ce qui m'allume personnellement, professionnellement, dans une cause qui, évidemment, qui nous dépasse, qui est plus grande que nous. Fait que moi, pour moi, c'est la mission du BCR qui m'a parlé, la coopération avec des mandats de longue durée. Puis, ben, ce que j'aime faire dans la vie, finalement, de travailler un peu tout ce qui a un impact au niveau du droit humain. Ouais. C'est pareil comme Caroline. Euh, Moi, j'ai un double regard, étant donné que je suis originaire de l'Afrique subsaharienne et en même temps canadien. Et donc, j'ai une profonde plutôt attache à mes racines africaines. Et puis, durant mon parcours au Canada, j'ai quand même été sensibilisé sur les enjeux de développement international. Et pour moi, le PCV permettait voilà, de mettre à contribution mes compétences donc, au service des causes, comme Caroline l'a dit, et puis d'acquérir une expérience à l'international parce que ayant étudié à l'École nationale d'administration publique, ayant fait quelques, quelques mandats, et c'est très important d'aller vraiment sur le terrain et de s'enquérir réellement des enjeux du développement international.
Parfait. Un peu dans la même lignée, pourquoi vous avez choisi cette région-là en particulier? Est-ce que, il y a des raisons? Ouais, c'est ça. Expliquez le contexte. Je pense que Blacani t'a un peu frôlé la question, mais peut-être que tu voudrais en ajouter un peu plus. Oui, c'est ça. Donc, bon, ça paraît une évidence. Donc, j'étais déjà volontaire au Togo et donc, lorsqu'il y a eu ce mandat en ROR, donc j'ai appliqué. Donc, j'étais déjà au Togo et en plus, le Togo, c'est mon pays d'origine. La Côte d'Ivoire, c'est un pays voisin, mais avec des dynamiques complètement différentes en matière de gestion organisationnelle. Mais au fond, les deux ont les mêmes enjeux. Donc, ils ont des problèmes au niveau de la gestion organisationnelle. Et lorsqu'on voit des mandats où les besoins des partenaires, c'est beaucoup plus des besoins en gestion organisationnelle, même si c'est des organisations qui travaillent pour la défense ou la protection des droits de l'enfant. Et puis, je me suis dit que, comme je dis, ayant la culture africaine, ayant acquis la culture canadienne, je vais pouvoir servir de pont entre les partenaires et les volontaires, peut-être aussi entre les partenaires et puis nos superviseurs qui sont au siège lorsqu'il s'agit de mener certaines activités. Oui, pour ma part, en fait, j'ai une grande histoire avec l'Afrique du Nord, particulièrement la Tunisie et le Maroc, les deux pays où il y a des interventions au niveau du PCV. Donc, c'est une région que je connais depuis près de 20 ans. Je comprends l'arabe, je veux dire l'arabe maghrébin du Maroc et de la Tunisie. J'ai travaillé aussi dans une ancienne vie en Afrique du Nord. Donc, c'est une région que je connais beaucoup. Le peuple, la culture. Pour moi, c'était d'une évidence, en fait, d'essayer d'amener ou d'ajouter quelque chose avec, bon, mon chapeau de Canadienne, mais avec toute la connaissance et l'amour que j'ai pour l'Afrique du Nord. Et Madagascar est intégrée dans cette région, même si elle est complètement au sud-est du continent. C'est une culture qui est complètement différente de l'Afrique du Nord, mais aussi de la majorité des pays en Afrique subsaharienne. Donc, je pense que en fait, c'est le mélange de tout ça, le défi de la méconnaissance de Madagascar et ma grande connaissance de l'Afrique du Nord qui fait que ben, cette région, pour moi, c'est ça, c'était d'une évidence. Euh, il y a pas d'autre raison, en fait, que tout l'amour que je porte pour les trois pays. Parfait. Merci beaucoup, Caroline et Bilakani. Puis, que représente pour vous cette mission? En fait, est-ce que vous avez des expériences à partager? Euh, voilà. Ben, j'ai eu des expériences similaires dans des mandats court terme, mais c'est la première fois où je suis vraiment délocalisée complètement et des personnes coopérantes que j'accompagne et des partenaires. Donc, on est vraiment tous délocalisés dans nos pays respectifs. Euh, pour moi, en fait, le mandat de responsable des opérations, ça me permet vraiment de continuer de faire de la coopération dans le monde de la solidarité internationale qui est pour moi importante, mais aussi de mettre à profit mon bagage professionnel tout en sortant de ma zone de confort. En étant délocalisé, on a aussi des défis supplémentaires et ça nous demande, nous, d'être résilients et d'être créatifs comme personnes coopérantes, en plus d'être résilients et créatifs avec les partenaires et les personnes coopérantes qu'on appuie. Donc, pour moi, c'est une façon vraiment de créer des liens humains sincères, de sortir de ma zone de confort, puis ben, de travailler, en fait, de collaborer avec les Tunisiens, les Marocains, les Malgaches. À améliorer finalement, à viser notre but ultime de, pour les droits des enfants. Et toi, Bilan? Ben, pour ma part, bon, c'est des expériences personnelles et professionnelles. Et comme je le disais, c'est une façon déjà, après avoir passé plusieurs années au Canada, de me reconnecter à mes origines. Je réapprends à être patient, que j'avais perdu tout petit peu. Souvent, quand j'étais arrivé, les tout premiers mois, mes anciens camarades avec qui
je circulais me disaient que tu as perdu ta patience. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, ça, c'est un élément que je soulève, mais il y a beaucoup de choses auxquelles voilà, je veux me rattacher et garder ça pour moi personnellement. Et puis, ma mission m'apporte professionnellement parce que je trouve que c'est vraiment très formateur le poste de responsable des opérations où je suis amené à gérer des situations complexes, à accompagner des partenaires qui sont différents, donc que ce soit des partenaires des institutions publiques ou des organisations de société civile avec des dynamiques complètement différentes. Donc, tu es obligé de t'adapter. Et puis, on apprend chaque jour. Et voilà, donc c'est vraiment une expérience qui me transforme dans tous les sens du terme. Tantôt, Caroline, tu parlais de défis, justement. La prochaine question, c'est quoi le plus grand défi que vous avez rencontré dans votre région, que ce soit en travaillant avec les partenaires, dans les activités, avec les volontaires, puis pourquoi ça vous a marqué? Alors, l'un des plus gros défis pour, pour moi en tant que responsable des opérations, c'est clairement la rotation du personnel de certaines organisations. On commence par travailler avec certains responsables. D'un moment à l'autre, on dit qu'on a changé, donc c'est quand même difficile. Et aussi, il y a aussi le turnover des volontaires et qui écoutent les mandats. Là, on est amené à justifier, à recruter à nouveau. C'est vraiment très difficile. Donc, mais en même temps, c'est une expérience qui nous permet de s'adapter ou d'adapter nos accompagnements. Ouais, je fais du pouce sur ce que Villacani a mentionné, parce que pour moi, c'est un défi, mais c'est aussi un accomplissement quotidien, c'est l'adaptation aux différentes personnalités des personnes coopérantes. Par personnalité, je veux dire leur capacité d'adaptation, la résilience, leur force, leur faiblesse. On s'adapte vraiment beaucoup dans nos accompagnements. C'est pas toutes les personnes coopérantes qui ont le même coffre à outils quand ils sont déployés. Parfois, c'est des premiers mandats dans un pays qu'ils connaissent. Parfois, c'est complètement une nouvelle expérience dans un pays où ils sont jamais allés. Ce qui fait que, bon, dans l'intégration, autant avec la relation partenariale, parce qu'il y a certaines personnes qui vont vivre un choc culturel en plus d'un choc professionnel. Fait que c'est de les accompagner puis de leur donner les meilleurs outils pour pouvoir avoir un mandat qui est rempli de succès. C'est un défi quotidien. Puis c'est, en même temps, on est délocalisé, je l'ai mentionné, donc d'accompagner une personne à Madagascar, c'est pas la même chose non plus que d'accompagner quelqu'un qui est en Tunisie que je peux rencontrer au café. Et parfois, ben, c'est 7, 8, 9, des dizaines de personnes coopérantes qu'on appuie simultanément, en plus de prévoir ben, tous les nouveaux personnes coopérantes qui vont poursuivre des mandats ultimement dans les mois à venir. Donc, pour moi, c'est ça. C'est cette gestion et cette richesse de personnalité qui fait que, ben, au quotidien, c'est un défi. Puis c'est ce que je voulais dire quand je parlais de résilience, de créativité. Ben, ça demande d'être créatif dans nos méthodes de gestion puis d'accompagnement. Parfait. Puis, on parlait de culture, choc culturel. Est-ce qu'il y a une expérience qui vous a marqué ou la culture vous a particulièrement touché ou surpris ou fait réfléchir? Puis, qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça? Je pense que ça va peut-être être Ouais. différent parce que Villacani, c'est un retour aux sources. Mais en fait, moi, c'était pas tant un choc culturel par rapport à un pays, c'est plutôt le choc au niveau de l'organisation administrative du pays dans lequel je suis déployée. C'était la première fois où j'avais à faire autant de démarches comme la location long terme d'un appartement, validation, par exemple, d'un permis de conduire ou peu importe, tous les documents et l'administration. Il n'y a rien vraiment d'informatisé. C'est un labyrinthe. Et j'ai l'habitude parfois de la rigueur administrative quand même qu'on peut avoir au Canada. Donc, ça, pour moi, ça a été un des plus grands chocs et d'un besoin d'adaptation important. En dehors de ça, ben, il y a toute l'organisation des partenaires, en fait, l'organisation des structures qu'on accompagne,
comment sont organisées ben, la gestion, même la culture du courriel, la culture de la communication. Donc, pour moi, c'est un choc complètement professionnel et au niveau personnel, c'est tout ce qui est administratif. Et surtout, une des grandes différences que je remarque, et c'est une différence que j'apprécie énormément, c'est que si le temps, c'est pas de l'argent, le temps, il se prend. Donc, ma rigidité par rapport à la ponctualité des rencontres, je comprends qu'il faut que j'ai laissé aller grandement. Donc, il y a tout ça aussi au niveau de la gestion de l'organisation d'une rencontre. C'est là où peut-être on peut parler de patience. Comme Vilakani, maintenant, je suis extrêmement patiente. Donc, pour moi, c'est ça ma plus grande différence culturelle que j'ai vécue là, comme personne coopérante. Oui, je suis d'accord avec Caroline. Je voulais juste ajouter que Caroline, même quand on est originaire d'Afrique, parfois il arrive qu'on ait un choc culturel après avoir passé plusieurs années ailleurs. Et on s'est dit qu'on connaît bien le contexte, mais il arrive qu'une personne te sort une spéciale, tu dis, ah waouh, ça existe encore. Donc, ça arrive à tout le monde, le choc culturel. Mais quand vous voyez la photo avec l'équipe du Forum des ONG en Côte d'Ivoire, donc j'ai été en mission là-bas, mais j'ai vraiment été frappé par l'optimisme du peuple ivoirien, si je peux le dire ainsi. Parce que la manière dont un Ivoirien ou une Ivoirienne peut te raconter une mésaventure, ça peut te faire rire sans que cela ne paraisse déplacé. Et une histoire qu'on va rencontrer qui est dramatique, qui habituellement, peut-être au Togo, j'aurais compati, ou peut-être j'aurais gardé même le silence, mais souvent je suis surpris à éclater des rires. Donc, pour dire que les Ivoiriens ont un bon sens d'humour, et moi je les considère depuis ce jour-là comme les Louis de finesse. Je ne sais pas si les gens connaissent Louis de finesse, tu as juste à le regarder et tu pars. Tu joues un film dramatique ou de comédie, il fait toujours rire. Et moi, j'ai gardé cet esprit-là pour les Ivoiriens. Eux, c'est tant leur parole, c'est-à-dire que leur parole, leur gestuelle, le langage qu'ils utilisent pour te parler, ça te fait garder quand même un sourire. Donc, la leçon à tirer, c'est que nous, en tant que volontaires, dans le cadre de nos mandats, on est vraiment confrontés souvent à des situations qu'on trouve carrément dramatiques. C'est parfois, il faut en rire et puis garder de l'espoir et que tout va bien aller. Voilà. Super, super intéressant. Puis maintenant, on va sauter dans un autre sujet, je dirais plus en lien avec la collaboration avec les partenaires. Donc, on sait que ça fait partie de votre mission également. Puis, comment vous avez trouvé cette collaboration avec eux dans votre région respective? Alors, les collaborations, disons, avec les partenaires se passent très bien, honnêtement très bien. Et puis, c'est une expérience très enrichissante. Je n'avais pas, quand j'étais volontaire chez le partenaire, donc j'avais juste un partenaire, je ne connaissais pas tous les autres, tous les autres partenaires. Et moi, je trouve que c'est vraiment très enrichissant. Elles sont, comme je disais tout à l'heure, il y a des organisations publiques, des organisations de société civile, que les dynamiques sont différentes et il faut dealer avec ces deux dynamismes-là pour pouvoir avancer. Et parfois, la collaboration, comme j'ai dit, elle est longue avec les organisations publiques et parfois courte avec les organisations de société civile. Donc, on aurait bien voulu que ce soit beaucoup plus simple. Mais voilà, c'est pour ça qu'on est là, essayer de travailler avec eux pour pouvoir avancer. Mais il y a aussi des difficultés, mais lorsqu'on rencontre des difficultés, que ce soit moi en tant que ROR ou en tant qu'une personne coopérante, c'est de vraiment de prendre du recul et de se mettre à leur place et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, quelles sont leurs inquiétudes. Et souvent, quand ils sentent que vous vous intéressez réellement à leur situation, et souvent, voilà, ils s'ouvrent à vous, il y a une confiance s'installe et puis la collaboration devient beaucoup plus fluide. Et ça s'est passé à plusieurs reprises avec certaines personnes coopérantes qui sont venues me voir, qui m'ont dit, ah,
que ça se passe très mal, qu'il a l'impression que les gens se foutent pas mal de son mandat, qui ne considèrent pas son mandat, qui fixent des rendez-vous, les gens ne sont pas là. Bon, je l'ai juste dit, essaie d'aller les voir, de leur demander pourquoi c'est ainsi. Peut-être qu'ils vivent une situation et qu'on ne comprend pas. Et finalement, la personne est allée et elle a constaté que la majorité des membres de l'équipe sont des bénévoles. Donc, ils ont des travaux ailleurs. Et parfois, le temps qu'ils viennent là, c'est leur libre temps qu'ils consacrent pour la défense des droits de l'enfant. Donc, à partir de ce moment, et je pense que la confiance s'est installée et puis facilement, elle a pu commencer par réaliser cette activité. Parfois, ça prend juste ça. Ça dit que se mettre à la place des volontaires et de prendre des partenaires et de comprendre les situations. Oui, ben, je fais bis sur ce que Bilakane disait. Ces relations partenariales-là sont au cœur du bon fonctionnement du programme, des opérations, des mandats des personnes coopérantes, des objectifs qu'on veut atteindre. Puis souvent, ben oui, cette construction de relations-là qui dure depuis plusieurs années entre le PCV du BCR et ses partenaires. Mais on voit aussi que c'est important de créer des relations personnelles. On voit souvent que ces relations personnelles-là, en fait, facilitent grandement les opérations, facilite l'intégration des personnes coopérantes. Puis je souris parce que je vois l'espace Ado Plus. C'est là que j'ai commencé mon premier mandat avec IBCR. Mais quand tu as une confiance du partenaire, que tu as une collaboration puis une communication qui est toujours ouverte, ben, ça facilite grandement tout le reste. Donc, c'est le plus important, en fait, quand même, de notre rôle parce que c'est une pierre angulaire du rôle de responsable des opérations. Super. Puis là, tantôt, je pense qu'on l'a peut-être mentionné, mais vous êtes volontaire également, puis vous accompagnez les volontaires. Comment vous vivez ce rôle d'accompagnement entre volontaires? Pour moi, c'est plus facile parce qu'on est tous sur le même pied. On a tous à cœur les mêmes objectifs, puis on travaille tous dans le même sens pour les mêmes raisons. Donc, je pense que ça facilite le travail d'équipe. Puis moi, c'est toujours de ramener l'expérience qu'on a choisie. C'est un choix, c'est de la coopération volontaire. On le fait de façon volontaire. Tu sais, quand on s'entoure de personnes coopérantes qui sont mobilisées, qui sont engagées, ben, c'est stimulant, même si on est chacun dans des régions, dans des pays respectifs. J'essaie tout le temps de mettre en lumière les petites actions, les petits pas, les gains qu'on a collectivement en équipe. Puis ben, je le vis bien, mais ça demande, oui, de la patience, de l'organisation, de la communication avec l'équipe, puis de la transparence. Pour moi, ben, c'est vraiment un privilège de voir puis d'accompagner des personnes coopérantes, puis de voir toutes les expériences qu'ils vivent. C'est vraiment riche. Euh, Fait que, oui, pour moi, je le vis très bien et j'adore être personne coopérante avec mes collègues. Ben, je suis d'accord avec Caroline. Voilà, on est presque les mêmes. On est des personnes coopérantes, c'est juste qu'on joue des rôles différents. Donc, c'est comme si on a un enfant qui s'occupe de notre enfant. Donc, c'est un peu ça qu'on est. Mais pour parler sérieusement, en tant que responsable des opérations, je pense que je suis juste là pour les soutenir quand ils sont dans un besoin et pas pour les diriger. Donc, je pense que tous ont reçu des outils lors de la formation pré-départ pour pouvoir s'occuper de ce tout seuls, organiser mieux leurs ateliers. Donc, moi, j'essaie juste d'être présent, disponible et surtout les écouter au moment difficile de leur vie, que ce soit personnel ou dans le cadre de leur mandat. Et puis, parfois aussi, il y a certains qui ont besoin, tu vois, qu'on soit proche d'eux. Et voilà. Mais honnêtement, je m'enrichis aussi des autres collègues volontaires. Il arrive que quand une personne coopérante organise un atelier et que je sais que je peux apprendre mes connaissances dans ce domaine, je demande gentiment, est-ce que je peux participer à la formation? Voilà. Donc, pour nous, on est là pour tous pour apprendre sur le terrain. Super. Puis, est-ce que vous avez une réussite dont vous êtes fier, que vous voulez partager avec tout le monde ici? Alors, une réussite, bon, moi, c'est difficile de parler de réussite
Pour moi, quand je n'ai pas encore fini mon mandat, moi, j'inscris ma réussite sur la réussite du mandat. Donc, à la fin du mandat, je saurai si j'ai réussi ou pas. Donc, au fait, je dis ça parce que toutes les actions que je réalise, je le fais en équipe. Donc, je travaille avec les volontaires, je travaille avec les autres ROR, je travaille avec mes autres superviseurs. Donc, pour moi, c'est vraiment une réussite collective qu'une réussite professionnelle. Même si parfois, on peut s'attribuer certaines choses, certaines actions, comme la signature en 2025 d'un contrat de partenariat avec une organisation. Mais en réalité, je ne suis pas le seul parce que les négociations ont commencé depuis 2020. Il y a eu des ROR qui sont passés, qui ont entamé ces démarches. Il y a aussi les superviseurs qui ont pris des contacts avec eux. Et moi, j'étais là au bon moment pour signer, pour la signature du contrat. Voilà. Glacani a récolté le travail d'équipe. Les fruits, j'ai récolté les fruits. Pour moi, honnêtement, c'est la même chose. C'est un ensemble de petites réussites qu'on fait en équipe qui me rend fière. C'est vraiment l'impact sur les organisations partenaires à travers l'appui des personnes coopérantes, à travers les activités de renforcement de capacité, les formations, les outils qu'ils créent. C'est l'ensemble des opérations, en fait, qui nous permet d'atteindre des objectifs qui sont une réussite en soi. Donc, c'est la constance des opérations qui facilitent finalement l'atteinte d'objectifs qu'on a. Au Maroc, je peux souligner un des accomplissements grâce à l'équipe qui est basée là-bas de personnes coopérantes, mais aussi de la présence du programme de coopération volontaire de façon générale. Deux des partenaires ont signé une entente de partenariat. Donc, grâce à l'appui des personnes coopérantes, c'est deux des partenaires avec qui on collabore, qui ont signé entre eux une propre entente de partenariat. Puis ce qu'on voit en fait, c'est que cet accomplissement-là, on voit que ça a des avancées réelles. En fait, on a un impact systémique finalement parce que ben, ça crée des relations entre les partenaires. Puis ça a un impact réel sur le système de protection de l'enfance au Maroc. Donc ça, c'est grâce à toutes les petites opérations, les renforcements de capacité, la présence des gens sur le terrain, puis la logistique qui fait qu'on est capable de créer des liens, de rapprocher des partenaires, puis d'avoir un impact dans les pays d'intervention. Fait que ça, c'est une réussite d'équipe. Puis si je dis que j'ai une réussite personnelle comme ROR, comme responsable des opérations, c'est toujours de valoriser le travail des personnes coopérantes, d'améliorer les dynamiques partenariales, de faire briller la région, puis d'essayer de montrer tout ce qu'ils font et tout ce qu'elles font dans leur mandat. Donc, que ce soit aux bailleurs de fonds, que ce soit à l'équipe au siège, que ce soit au public canadien de façon générale quand on fait des webinaires ou quand on écrit des blogs. Mais ça, c'est ma fierté et c'est mon objectif, c'est ça, c'est de toujours mettre en lumière ce qu'on fait à travers le programme de coopération. Et je salue d'ailleurs tous mes collègues qui sont présents ou qui consulteront ce webinaire. Super. On arrive presque à la fin de ce webinaire, mais avant de finir, euh, vous n'avez pas encore fini votre expérience en tant que coopérant volontaire, mais jusqu'à ce jour, est-ce que ça a changé votre regard de la coopération volontaire? Oui. Oui, ça a changé beaucoup de choses. Évidemment que je comprends maintenant toute la flexibilité, la patience, puis je me rends compte en fait que les processus sont aussi importants que les résultats. En fait, tout le petit travail qu'on ne voit pas, pour moi, en tout cas, je vois toute la complexité, puis je me rends compte en fait que le savoir-être est à certains égards plus important que le savoir-faire. Donc, on est capable de créer des liens, on facilite la collaboration, la co-création, on facilite l'appui avec des outils ou des renforcements de capacité qui vont avoir une durabilité dans le temps. Et ça, je le vois vraiment à travers la personnalité, la sociabilité, puis l'ouverture des personnes coopérantes. Donc, j'avais une idée un peu du savoir-faire, d'être extrêmement fort en suivi-évaluation, par exemple. Ben, ça n'empêche pas d'être extrêmement fort dans la création de relations humaines. Donc, il faut absolument les deux, je pense, pour qu'il y ait un mandat réussi. Puis les coopérants, coopérantes apprennent autant des organisations partenaires que les partenaires des personnes coopérantes. Puis c'est cet échange-là qui est inestimable pour moi, puis qui fait que la collaboration puis la coopération, c'est beau. Fait qu'on va chercher beaucoup plus qu'une expérience de travail, c'est une expérience humaine, c'est une expérience de vie.
qui affecte après de façon positive, je l'espère, la suite professionnelle et personnelle des personnes qui vont avoir décidé de faire des mandats de coopération. Oui, je suis d'accord avec Caroline. Avant, moi, je voyais la coopération comme un transfert de compétences, donc du nord vers le sud. Donc, les coopérants qui viennent transmettre leurs compétences, leurs connaissances aux membres de l'équipe des organisations des partenaires. Mais une fois que je suis arrivé sur le terrain, j'ai compris que c'est tout autre chose. Donc, c'est avant tout un échange de rapports humains, rapports également professionnels, qui est basé sur l'écoute. Et puis là, on apprend de chacun. Et c'est ça, souvent on fait cette erreur où on arrive en tant que personne coopérante, on pense qu'on va tout donner, on va tout apprendre aux partenaires. Parfois même, ils savent mieux que nous. Donc, ce qu'ils demandent, c'est qu'on puisse améliorer ce qu'il existe, ce qu'ils ont déjà. Et un jour, il y a un partenaire qui m'a appelé, il dit, Bilakani, comment vous faites la coopération volontaire comme ça? Je dis, mais comment on fait ça comme ça? Il dit, ben, nous, on a une organisation publique. Nous, on n'a pas besoin, par exemple, qu'on nous apprenne gestion axée sur les résultats, mais pas dans le sens où ils veulent. Parce que eux, au niveau du gouvernement, les résultats les plus, le haut niveau des résultats, c'est les résultats immédiats. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Donc, ils disent que les gens oublient ce qu'eux, ils ont comme besoin et parfois, ils leur donnent des trucs qui ne les servent pas. Donc, c'est ça. La leçon, c'est vraiment de voir c'est quoi l'existence chez le partenaire et de pouvoir l'améliorer. C'est ça qu'ils recherchent, en fait. Pas venir faire un copier-coller de ce que nous, on a appris, que ce soit à l'école ou de ce qu'on a appris au Canada pour, pour pouvoir les transférer au niveau du partenaire. Ouais. Super. Puis maintenant, pour finir rapidement, peut-être en 30 secondes, avez-vous un conseil, des conseils à dire au public qui voudrait sûrement faire de la coopération volontaire, c'est ça, ou l'encourager à faire ça, de la coopération volontaire dans votre région peut-être aussi? En Oui. fait, moi, je dirais d'être ouvert. Ah, tu peux y aller, mon cher. Après toi. OK, bon, si tu me le permets. Alors, ben, disons que moi, je dirais que faudrait pas qu'ils hésitent à s'engager. Et moi, je tiens à m'adresser à des binationaux comme moi qui pensent qu'ils connaissent très bien le contexte et que, bon, qu'est-ce qu'ils vont venir faire à part peut-être mettre leurs compétences au service d'une cause. Mais comme je disais tout à l'heure, euh, ça peut nous permettre de nous remettre en cause, tu vois, en tant que binationaux ayant vécu au Canada. Est-ce qu'on a changé? On peut se dire, est-ce que je reviens dans mon pays pour voir, est-ce que depuis que je suis parti, est-ce que j'ai changé? Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que je suis en mesure de faire changer les choses? Donc voilà, il y a toutes ces questions qu'on peut se poser. Et voilà, donc parfois on se retient en disant, je n'aime pas, je ne m'engage pas parce que j'ai rien à donner ou j'ai rien à apprendre, je connais le contexte. Non, je dis aux binationaux qu'ils ont beaucoup à donner. Et puis, depuis qu'ils sont partis, il y a des choses qui ont changé en Afrique. Je ne pense pas que les choses sont restées comme ça. Donc, on peut venir aussi apprendre du peu qui a changé en Afrique. Voilà. Ouais, vas-y, Caroline, si Oui, tu as quelque chose à dire. pour ma part, j'irais de pas trop essayer de visualiser comment va se passer le mandat, d'être ouverte. Fait que de vraiment réfléchir à l'impact que ça peut avoir positif sur, évidemment, ben, leur parcours professionnel, personnel, mais qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre aussi comme humains dans un mandat de coopération. Les partenaires, en fait, font tellement beaucoup de choses avec peu de moyens. C'est pour moi des exemples de résilience, de travail acharné. Fait que
J'ai pas de conseils, puis je dis pas ma région plus que celle de Villacani. Pour moi, je pense que la coopération volontaire, peu importe, tu décides de faire où ton mandat, c'est une expérience enrichissante qui va toujours te rapporter. Ça va toujours te rapporter d'une façon ou d'une autre. Fait que je dirais d'essayer, puis d'aller parler aux personnes coopérantes qui ont déjà fait des mandats ou de même venir nous poser des questions. Ça va nous faire plaisir, mais je pense de prendre le risque. Des fois, on a peur, on est dans notre petit, je sais pas, dans notre confort, mais là, on va sortir complètement de notre zone de confort. Euh, que ce soit le paysage, la culture, peu importe. Mais tous les pays d'intervention où on est, c'est des magnifiques pays, les partenaires sont incroyables, puis vous allez être accompagnés. Donc, juste appliquer. Super. Ben, on est arrivé à la fin de toutes nos questions pour ce webinaire et c'est le moment en fait de poser vos questions pour Caroline et Bilakani si vous en avez. J'en ai déjà une pour vous, mais vous n'êtes pas obligé de répondre les deux ou si vous voulez répondre les deux, vous me direz. La question c'est, je voudrais savoir dans la pratique quotidienne comment se passent vos journées, à quelle fréquence vous voyagez entre vos différents pays que vous gérez. Tu peux y aller, Vilacani? Ah, ben, au quotidien, il faut se dire que nous, en tant que ROR, on travaille de chez nous. Et puis, euh, vu qu'on est dans une zone qui est à 4 heures de décalage de Montréal, donc on travaille le matin avec les partenaires et les personnes coopérantes qui sont dans nos pays d'intervention. Et puis l'après-midi, on est beaucoup plus avec les sièges. Donc voyager, bon, on voyage de temps en temps, peut-être pour aller rencontrer des partenaires, mais c'est pas fréquent. C'est souvent selon les besoins. Donc si un partenaire a besoin de nous rencontrer, personnellement, on va. Et sinon, la plupart du temps, les échanges se font par Internet, donc en ligne, à distance. Ouais. Ouais, en fait, c'est jamais pareil. On a des rencontres fixes là, pour se mettre à jour avec le siège puis faire circuler l'information. C'est notre rôle principal aussi, là, la maille de cette chaîne-là. Mais c'est des courriels, des appels WhatsApp, c'est une situation qui arrive, c'est un partenaire qui veut une rencontre. En fait, c'est ça, c'est que ça dépend vraiment des périodes. Puis il reste aussi que dans l'année, ben, il y a les périodes de rapportage où là, on va travailler un peu plus au niveau en fait, de faire remonter toutes les activités des opérations. Après, bon, il y a certaines missions qui se font, donc certains accompagnements avec les partenaires de façon, je dirais, annuelle. Peut-être qu'on va rencontrer les partenaires, mais de façon générale, c'est de créer ces liens-là durables. Donc, quand on y va, c'est pour avoir un impact, puis après travailler à distance pour continuer à garder cette relation-là, puis cette communication ouverte. Donc, c'est jamais pareil, mais c'est beaucoup d'administration, beaucoup d'administration, puis beaucoup d'interpersonnel. Fait que c'est comme la meilleure balance des des deux mondes. Super. On a aussi quelques commentaires de nos participants. Je peux vous les lire parce que ça s'adresse à vous. Ça dit bravo pour votre travail. Euh, Michel Turenne a dit mention spéciale à Bilakani en tant que mon responsable très alerte. Et également, on a un message ici. Merci beaucoup pour vos partages de vécu et d'expériences. Ils m'ont permis d'avoir plus de lumière à la fois sur votre rôle en tant que ROR et les actions concrètes menées par IBCR. Donc, c'est des mots très gentils et chaleureux pour vous deux. Sinon, on a une question, mais on l'a quand même, ça faisait partie de de notre déroulement de webinaire. Peut-être en faire un petit rappel à la personne. Sa question, c'est quel a été votre plus gros défi? Ça, on en a parlé tantôt, donc peut-être juste lui faire une ligne de lui dire rapidement c'était quoi. Oui, on parlait du roulement de personnel, puis de la diversité des personnalités des personnes coopérantes. Quel défi ça nous amène? Donc, tous les mandats de coopération sont différents. Certains viennent dans un pays qu'ils n'ont jamais visité, d'autres, c'est un pays qu'ils connaissent bien, qui connaissent la langue, parfois non. Fait que c'est de jumeler finalement, puis d'être très flexible avec l'ensemble de ces personnes-là, autant avec les partenaires que les personnes coopérantes, et de se renouveler constamment dans nos accompagnements de façon très, très brève, là.
C'est le plus Merci, gros défi Caroline. que Bilakani et moi, on observe. Parfait. Ben, j'espère que ça a répondu à ta question, Kelly. Sinon, d'autres messages, encore une fois, bravo Caroline, meilleur ROR, bravo Bilakani, super présentation Bilakani Caroline. Donc, on a vraiment des bons commentaires en ce moment. J'espère que vous êtes fiers de cette présentation. Puis, c'est comme ça qu'on va conclure, en fait, ce webinaire droit devant. Comme Caroline et Bilakani l'ont mentionné, actuellement, il y a des mandats qui sont affichés sur notre site web. Donc, Amérique latine, Côte d'Ivoire, Madagascar, Togo, Tunisie, il n'est pas encore tard d'aller jeter un coup d'œil, puis peut-être, qui sait, de candidater pour ces mandats. Allez voir les fiches de description, ça va vous donner une meilleure idée aussi de en quoi ça consiste. Donc, voilà, on va peut-être vous laisser le site web en commentaire, comme ça va être plus facile d'accéder aux opportunités disponibles. Puis également, je vous invite à répondre à notre sondage post-événement. Donc, si vous avez apprécié ce webinaire, si vous avez peut-être des commentaires à nous faire, s'il vous plaît, de nous répondre en 5 minutes à ce sondage. Ça nous ferait vraiment plaisir pour nous améliorer, puis pour voir comment on va évoluer avec ce concept de webinaire. Sinon, si vous avez d'autres questions, en lien avec les mandats, comment candidater, je vous invite à aller nous écrire par courriel. Je pense que dans la prochaine diapo, vous allez voir les adresses courriel, donc rh.pcv@ibcr.org. Puis voilà, en fait, ça conclut notre webinaire. Merci beaucoup à tous et à toutes et on se revoit pour un prochain webinaire droit devant. Merci beaucoup, Caroline et Bilakani aussi pour votre participation. Je pense que ça a été super positif pour tout le monde, puis ça a répondu à plein de questions aussi au public qui sont désireux d'aller faire un mandat à l'étranger. Pour le Merci à tous et PCV. toutes. Je salue les Merci. coopérants, coopérantes qui sont déjà avec nous et peut-être les futurs, ceux qui seront avec nous dans les prochains mois, prochaines années pour le programme de coopération volontaire. Ouais, je salue également tout le monde, tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Et donc, j'encourage vraiment sérieusement les, les, les participants à s'engager. Donc, ceux qui hésitent, comme on l'a dit là, lancez-vous. C'est toujours, et on apprend toujours et voilà.